Je pense que je vais y passer. Tu vois. Je reste 4 heures sur le trottoir quand même. Ah ouais. Et le photographe qui est avec moi est mort. Tu fais ça parce que t'aimes le risque. T'es avec des mecs de ton âge. Tu cours partout, tu fonces. T'es comme dans un film. Tu vois. Pour moi, entendre une bombe, c'est la photo. Donc quand ça arrive, boum. Ah oui, à la mairie, c'était pas mal. Ah, il y a un divorce. 2 divorces. 3 divorces. 4 divorces. Et elle regardait Anna en disant, vous êtes sûr? Salut à tous et bienvenue sur Pressroom. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir Patrick Chauvel, un photographe de guerre qui est une véritable légende. Depuis son premier reportage en 1968 au Vietnam, Patrick a couvert 34 conflits, traversé les zones les plus dangereuses du globe et il a survécu à plusieurs blessures. Guerre civile au Liban, révolution iranienne, invasion russe en Afghanistan, Cambodge, Pérou, Sarajevo ou Grozny, dans chaque pays, il a risqué sa vie pour informer. Alors si vous aimez le photoreportage, abonnez-vous, likez, commentez. On a besoin d'avoir votre avis sur nos interviews et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça tourne avec Patrick Chauvel. Salut Patrick. Bonjour. Ça nous fait super plaisir de t'avoir sur Pressroom. Est-ce que tu pourrais citer toutes les guerres que tu as faites? Il y a, guerre des 6 jours. Mais là, j'ai raté toutes les photos, donc ça compte pas vraiment. Comment ça se fait que tu as raté toutes les photos? Parce que je savais pas me servir d'un appareil photo. T'es allé comme ça? En fait, les Israéliens cherchaient des volontaires pour ramasser les oranges dans les kibboutz. Ouais. Parce qu'ils avaient mobilisé, parce qu'il y avait la menace de cette guerre qui était... tous les pays arabes s'étaient réunis et Israël savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc tout le monde était mobilisé, filles et garçons. Donc il manquait de main-d'œuvre pour ramasser, et ça allait pourrir. Ramasser tous les légumes, tous les fruits. Et il y a eu une annonce dans un journal où il demandait des volontaires. Donc je me suis inscrit. Donc moi je me suis retrouvé au kibboutz Yagour en Galilée. J'ai commencé à ramasser les oranges. C'était un très beau kibboutz, hein. Il y avait une piscine, un théâtre. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être génial. Et puis à un moment donné, la guerre a éclaté. Au bout d'une semaine. Puis, t'étais allé parce que tu sentais que ça allait arriver? Ouais, mon père était grand reporter et mon grand-père était diplomate. On sentait que ça... Mais même tout le monde savait que ça allait péter, quoi. C'est un peu comme la guerre en Ukraine. On sentait que ça monte. Ça se fait pas comme ça. Et j'ai fait le mur. Et puis je suis parti en stop sur le front. En stop, comme ça, t'avais pas de contact sur place? Zéro, j'ai 17 ans. Ah, t'as 17 ans? Ouais, je suis en short, je suis en Bermuda. D'accord. Et en fait, j'avais un anti-sèche avec un Leica. Il y avait marqué soleil, pluie, nuage, quoi. Mais j'ai pas bien compris le truc. Et en fait, il y a 2 bonnes photos, 3. C'est un soldat israélien qui m'a pris en photo avec mon appareil. Lui, il savait s'en servir. Où je pose avec une lieutenant israélienne en uniforme, avec la mitraillette. Et on est devant le mur des lamentations. Après, il m'a fait remarquer que la casquette en laine kaki que j'avais achetée au Puce à Paris, c'était une casquette de la Wehrmacht et que c'était pas utile de la porter. Ah oui, ça fait mauvais genre. Donc je l'ai enlevée. Ah ouais. Et on peut se tromper au début du reportage. Surtout à 17 ans. Donc j'ai vu des choses intéressantes quand même. J'ai compris que j'étais nul en photo, mais que j'aimais ça. Que t'aimais quoi, la photo ou la guerre? L'action. D'être avec des mecs qui se battent, quoi. C'est là où j'ai vu mon premier mort, tué par balle, etc. Donc, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me plaisait. Je sentais instinctivement que j'assistais à un truc important et qu'il fallait le raconter. Donc j'étais pris par ça et par l'action, j'adorais ça. Tu vois, il y avait une sensation d'urgence, de peur, de courage, de fraternité. On a choisi cette photo, une des centaines de milliers que tu as prises. Et cette photo nous a vachement plu parce qu'elle raconte beaucoup de choses sur toi et sur ton métier. Là, c'est la Golden Division. C'est la troupe d'élite de l'armée irakienne, entraînée par les Américains. Donc j'allais sur le front, mais en solo, avec mon fixeur et mon fils. C'est ton fils Antoine? C'est mon fils parce qu'il voulait faire ce métier. Donc... Comment t'as réagi quand il t'a dit ça, je vais être reporter? J'étais fier, c'est bien. C'est bien. Donc on est parti et on allait sur le front de temps en temps. Là, c'était un peu chaud parce que
tu traverses des zones qui ont été capturées une semaine avant. Par Daesh. Non, par l'armée, mais Ouais. tu as des cellules de Daesh, il y avait des tunnels partout là aussi. Il y avait quelques regards bizarres, donc on marchait en serrant les fesses. Ouais. On arrive sur le front. Alors là, c'était commode d'avoir mon fils parce qu'il portait mon sac. Il est costaud. Ouais. Bah, il a l'air, ouais. Comme toi, quoi. Ouais, enfin lui, il fait 1m83. Moi, je suis l'échantillon. Et en fait, on arrive sur le front. Et là, on se promène. Les militaires nous offrent à bouffer parce qu'il n'y a pas vraiment d'officiers avec eux. Ils sont cool, tu vois, les Irakiens. Ils sont cool. Ouais, super sympa, quoi. Tu vois, tu arrives sur le front avec l'armée française, mais tu vas te faire jeter. Parce que c'est les ordres, ils ont des consignes. Là, tu tombes sur des mecs, on partageait des galettes avec de la vache qui rit, du thé. Et à un moment donné, je dis à mon fils, tiens, on va allonger un peu le front en faisant gaffe. Et à ce moment-là, on se fait tirer dessus. Donc on court. Et ça tire vraiment très fort, mais malheureusement, on est dans l'axe du tir. Donc il faut vraiment qu'on court vite pour sortir de l'axe. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Et il y a un barbu, un Irakien, avec une barbe blanche, qui nous fait « Come on, come on !» Et il nous sauve la mise parce qu'on rentre chez lui dans sa cour. Et là, on se met à discuter avec lui. Du coup, je décide de faire une interview de lui. Il y a son fils qui joue avec un pistolet en plastique. Il a 4 ans et on entend les tirs dans la rue. C'est complètement surréaliste. Ouais. Et donc, on dort chez lui. Et le lendemain matin, on va retrouver nos copains militaires, puisqu'on avait mangé de la vache qui rit, ce qui crée des liens quand même. Et à un moment donné, alerte, et on comprend qu'ils vont attaquer, qu'ils vont traverser l'avenue et attaquer. Donc il y a un bulldozer qui arrive, un bulldozer blindé, un tank, et ensuite les Humvee. Et je dis au lieutenant, je peux aller avec vous? Il me dit non, je peux pas vous emmener. Je dis bah si je suis à pied, je ne suis pas sous votre responsabilité. Il me dit ok, mais vous n'avez pas la protection des véhicules. Ouais. Je dis à mon fils, on va se coller au char, parce qu'au moins on est protégé par la masse du tank. En revanche, vous n'avez rien sur vous, hein. Enfin, en tout cas, ton fils, il n'a pas de... Non, on était en t-shirt. Nous. Vous ne mettez pas de les Irakiens ne t'emmerdaient pas avec ça. Ils n'en avaient rien à foutre. Mais toi, pourquoi tu le fais pas? C'est trop lourd, trop lourd. C'est combien Le gilet, c'est 7 kilos, le casque, 2. Tu mets rien? Non. Quand je peux ne rien mettre, je mets rien. Et ton fils non plus? Bah non. Tu marches, il fait 40 degrés à l'ombre, et il n'y a pas d'ombre. Tu cours. Ça tire, tu as l'odeur de cordite, tu as la fumée. Tu vas pas en plus te mettre à porter 10 kilos, quoi. Déjà, tu as tes batteries, tes appareils photo, ta flotte. Là aussi, tu as presque 5-6 kilos. Tu vas très vite te retrouver avec 25 kilos sur toi, quoi. Ouais. En Irak, on est tombé sur d'ailleurs un caméraman après l'explosion. Irak a dit « Not good, gilet ». Il avait un gilet bleu marine. Ouais. Et en rigolant, je lui dis « Ouais, mais si ça se trouve, tu vas prendre une balle dans le cul, tu vois. » Et alors, il a fait un rire très court. Ouais. C'est horrible. 2 jours après, il était sur un brancard avec un trou comme ça dans le cul. Alors, je n'ai pas fait de remarque parce qu'il était vraiment de mauvaise humeur. Ah bah, tu m'étonnes. Il m'a foutu la poisse. Là, j'ai fait no eye contact. Il m'a regardé d'un œil... Ouais, ça, c'est de ta faute. Donc là, on avance derrière le tank. Il y a des mecs qui débarquent par moment, donc on fait des bonnes images. Et à un moment donné, on va tourner sur une grande avenue. Et là, je dis à mon fils, là, c'est assez large pour qu'un mec puisse prendre son élan avec un véhicule, un kamikaze, parce qu'il y en avait beaucoup. On va laisser tomber le tank, on va laisser passer 2 jeeps. Et à peine on avait laissé passer, là, les soldats venaient de débarquer. Donc on les suivait. Et j'ai entendu une voiture en sur-régime. Et j'ai vu la gueule des soldats changer. Et ils commençaient à paniquer. Donc j'ai levé l'appareil. Et mon fils, il a été surpris parce qu'il n'a pas l'habitude. Du coup, il fait demi-tour, en fait. Il se tourne, c'est un réflexe. C'est un réflexe de fuite, quoi. Bah oui. En plus, la photo, elle est parfaite, quoi. Elle est parfaitement cadrée, elle est parfaitement éclairée. Alors que t'as un kamikaze, t'as ton fils devant, et toi, tac. Oui, mais je suis prêt. J'ai mon appareil dans la main, j'ai la mise au point de 1 mètre à l'infini. Je vois très bien mon cadre toutes les 3 secondes. J'avance en risquant d'être attaqué ou d'avoir un soldat qui tombe devant moi. Ou un chat en feu.
Donc j'attends le moment, je suis prêt. Donc quand ça arrive, boum. Comment tu fais pour pas avoir le réflexe humain où t'entends une bombe enfin, je veux dire, le réflexe, le premier truc, c'est de se protéger ou de... Bah, pour moi, entendre une bombe, c'est la photo. C'est pas autre chose. D'ailleurs, en plaisantant, j'ai dit à mon fils, t'es photographe et tu tournes le dos à l'événement, en fait. Tu vas faire une photo avec ton cul, je veux dire, c'est quoi, toi? Et puis t'as le doigt en l'air. Pour faire une photo, il faut appuyer. Hein. Et en plus, tu gâches ma photo, quoi, t'es dessus. C'est une photo de famille. C'est sympa, les photos de famille chez les Chauvel. C'est un style. C'est un style. C'est la priorité à la photo avant tout, quoi. Bah, on est là pour ça, quand même. Si quand ça pète, je fais pas de photos, autant rester à Paris. Quoi. Ou alors je prends des risques et je fais pas la photo au moment où ça pète. Ce qui est complètement con. Ouais. Donc, mais ça, c'est une question d'habitude. Tu vois, par exemple, mon fils, j'ai dit, OK, tu veux aller faire la gare, mais tu vas venir avec moi. Parce qu'à un moment donné, il avançait dans la rue au début, juste avant ça, et je lui dis, mets-toi contre le mur. Et il me dit, pourquoi? Je dis, bah, tu vois l'immeuble qui dépasse un peu à 100 mètres, l'immeuble bleu, il y a une espèce de building plus haut que les autres. Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, bah, donc cet immeuble te voit, donc. C'est un immeuble à sniper, ça. Donc, tant que tu vois cet immeuble-là, t'es pas protégé. Et après, il n'aurait pas eu le réflexe de penser qu'une grande avenue pouvait être plus dangereuse. Il serait resté derrière le char. Donc, il serait mort. Parce que l'explosion a foutu en l'air les mecs de la première Jeep derrière le char. Le blast peut te tuer aussi. C'est-à-dire juste le déplacement d'air. Le souffle, ouais. C'est ça? Ouais. Ça peut te tuer parce que ça te... Bah, ça te compresse le cerveau, le cœur, tout. Ça rentre par tous les... Tu trouves quelquefois, d'après des explosions comme ça, des types qui n'ont plus de vêtements, aucune blessure apparente, mais ils sont morts. Ah purée, c'est dingue. C'est la compression de l'air, quoi. Là, justement, sur la photo à Mossoul, j'ai les deux yeux ouverts et je guettais le souffle. C'est-à-dire et tous les débris qu'il y a dans le ciel qu'on voit, qui vont retomber sur nous. C'est pour ça que les soldats qui n'ont pas pu fuir vont vers le Humvee et se collent au véhicule. Pour se protéger, ouais. Pour se protéger de tout ce qui arrive. Alors, c'est quelques secondes, hein. Mais tu vois bien sur la série de photos que d'un seul coup, il y a la poussière qui arrive et les objets qui arrivent. Et c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, mes photos sont plus basses parce que je me suis accroupi. Donc, il y a des éclats qui sont passés et il y en a un qui est passé très près et j'ai entendu mon fils crier et ces appareils ont été coupés en deux, comme du rasoir. Vous avez eu du bol, hein? En fait, il était derrière moi en plus, donc c'est vraiment passé. Je l'ai entendu crier et après, il était là, ben alors, et je lui ai passé mon portable. Genre, tu continues le reportage avec un portable. Qu'est-ce qu'il y a comme ambiance, en fait, dans les terrains de guerre que tu vas pas retrouver, finalement, ailleurs? Bah, d'abord, les masques tombent. Hein, donc les lâches se voient tout de suite, les salauds aussi. Donc tu fais très vite le tri. Le mensonge marche pas très bien parce que tu es face à une réalité immédiate, quoi. Les conséquences sont immédiates. Donc ça nettoie. Et donc ça c'est agréable parce que tu vis à l'instinct et tous tes sens se développent. Tu as l'impression de voir plus loin, d'entendre tout, le moindre son. Tout de suite, tu sens pas la personne, tu changes d'endroit, il y a quelque chose de très fort. Moi, j'aime bien le risque. C'est très physique, donc ça me plaît. Tu te déplaces, tu cours, tu portes des choses lourdes, tu es aux aguets en permanence. Tu dors comme un bébé. Ah ouais. Ah ouais. Ça, j'aurais pas cru, justement. Ça, c'est génial. Moi, j'adore ça. Quand le type te dit, OK, 10 minutes de pause, je pose mon sac, la tête dessus, paf, je dors. Mais en 3 secondes. Je suis plutôt proche du Labrador, quoi. Quand je suis fatigué, je dors, quoi. Ouais, c'est étonnant. Ton corps s'adapte, enfin en tout cas le mien, et je me sens beaucoup mieux sur place, quoi. Je suis jamais malade, rien. T'es mieux en terrain de guerre que chez toi, par exemple? Enfin, t'es mieux, tu dors mieux et tout ça? Ah ouais, ici j'ai du mal à dormir, ouais. Parce que t'as des images qui te reviennent? Je ne rêve pas, du tout. Est-ce que tu penses que tu as un espèce de syndrome post-traumatique avec tout ce que tu as vu? Une fois, j'étais rentré, après les bombardements en 82, on était souvent bombardés à Beyrouth.
Et j'étais aux Champs-Élysées en train de raconter mon enfance malheureuse à une jolie fille. Et en fait, c'était la veille du 14 juillet. Et t'as les avions de chasse français qui ont fait un passage en basse altitude le long des Champs-Élysées pour s'entraîner pour le lendemain. J'ai foutu toute la terrasse par terre. C'est-à-dire? Et j'ai eu un réflexe mais de mémoire musculaire. Donc j'ai pris la jeune fille et je l'ai balancée au sol. Ah, elle a dû se dire, il est fou. Bon, on s'est pas revu en fait. Bah non. Non, ça n'a pas marché. Moi, j'ai pris un râteau. Là. Bah oui, là, il a dû se dire, il est bizarre, lui. Il est malade. Il est malade, celui-là, ouais. Il se jette par terre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, ou pas faire pour survivre justement en terrain de guerre? En Ukraine, à un moment donné, tu vas aller sur la tranchée quand tu peux. Hein, c'est rare que tu puisses. Hein, mais quand tu peux, donc déjà tu roules très vite à cause des drones. Et une fois que tu es sur le front, il faut faire attention aux mines, à plein de choses comme ça. Mais les mines, j'imagine, elles sont enterrées. Comment tu peux faire Non, elles ne sont pas enterrées. Enfin, il y en a plein qui sont enterrées, mais il y a aussi les mines lancées du ciel. D'accord. Ce sont des petites mines marron, couleur bitume ou terre. Ouais. Pour pas que tu les reconnaisses, justement, pour pas que et tu les vois. t'as plein de débris partout, des arbres couchés sur la route, des trous d'obus, des bouts de métal, des briques. Comment tu vas avoir un truc comme ça qui va t'arracher le pied? Et en général, c'est entre chien et loup que tu vas aller vers le front parce que c'est le moment où les drones russes vont passer de la caméra normale à la caméra thermique. Ouais. Tu utilises vachement ton intuition, non? Ouais, c'est l'intuition. Ton pif. Ouais. C'est tout le temps ça. C'est ça. Hein. Ouais. Ça en fait, c'est ton cerveau instinctif qui va plus travailler le côté animal, que ton cerveau rationnel finalement. Bah, tu sais, les animaux, c'est un bon exemple. Hein. Je sais qu'une fois, je dormais à Jytomyr. Et il y avait c'est où, Jytomyr, c'est à 100 km à l'est de Kiev. D'accord. Près de la frontière russe, en fait. Et je sais pas, il devait être 2 heures du matin. J'entends les chiens aboyer furieusement. Je fous la GoPro sur la fenêtre. Le tocsin se met en marche et le missile arrive. C'est les chiens qui m'ont prévenu. Avant les sirènes. À Grozny, en Tchétchénie, il y avait un chien aussi. Alors lui, il toussait. Je pense qu'il avait tellement aboyé qu'il toussait. Il n'arrivait plus, quoi. C'était au bout de sa vie. C'était marrant parce que c'est un vieux chien. Ouais. De temps en temps, il était là. Et là, on était là. Ça va taper. Et à chaque fois, ça tapait. Ah ouais. Il lui déclenchait une toux. Est-ce qu'il y a des choses que tu prends, des choses dans tes bagages? Comment tu te prépares avant de partir? Bon, dans ma valise, j'ai des barres de sportifs. Parce que c'est comme un repas. Et donc, t'en mets une cinquantaine. Il faut être autonome. Pour pas être en train de quémander de la bouffe aux militaires. C'est pas des babysitters, les militaires. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu sois totalement autonome. Et si tu veux qu'ils t'acceptent, faut pas être lourd. Et là, ils apprécient un mec qui a les bonnes chaussures, qui a son couteau, qui a son kit de médecine de guerre. Ah, t'as un kit de médecine de guerre. Ah bah oui. T'as quoi dedans? Tu peux. Trachéotomie. Ah ouais. Pansement. Tu saurais faire, toi, une trachéotomie? En tout cas, j'ai fait des exercices. D'accord. C'est pas pareil que la réalité, mais bon. Le pansement 3 points que tu mets quand il y a une blessure pulmonaire pour pas que les poumons s'effondrent. Donc ça, en fait, tu peux le faire avec une carte de crédit, en fait. C'est-à-dire que ça fait comme un clapet. Donc l'air sort et quand tu aspires, ça ferme. Ok. Les garrots, des désinfectants, de quoi clamper une artère s'il le faut, enfin, des trucs comme ça. Mais tu prends des cours. Ah ouais, tu prends des cours. Ouais. Et il faut renouveler les cours. Tu peux le faire avec les pompiers, avec les militaires, etc. Mais c'est hyper important. Tu as ton sac de couchage, évidemment. Tu as des couvertures de survie. Tu sais, qu'on met là. Ouais. Et ça, c'est bien contre les drones thermiques parce que ça coupe la chaleur. D'accord. Donc, ils peuvent pas te repérer. Ils ne te voient pas. Enfin, apparemment. A priori. Du PQ. Ah bah ouais. Il faut être autonome à tous les niveaux. Bah oui, c'est important voilà. en plus, attends. Et c'est tout. Tu as été blessé plusieurs fois, quand même. Au Panama et au Cambodge, hein, c'est ça? Au Cambodge, au Panama. En Iran, pris une balle dans la jambe. Ah ouais. Par les gardiens de la Révolution. À Beyrouth, j'ai eu le bras pété et j'étais essoufflé. C'est-à-dire que je perdais l'équilibre, je voyais double et je n'arrivais pas à parler pendant 1 heure. Et en fait, c'est le cerveau qui a pris. Et où tu te remets, où ça se dégrade au fur et à mesure et tu meurs.
En fait, j'étais dans une Jeep et on fonçait avec un médecin pour retourner à Beyrouth, mais la route était bombardée et il y a un obus de 155 qui est tombé peut-être à 20 mètres devant la Jeep. Et le chauffeur a paniqué et la Jeep s'est retournée et est partie en glissade sur le toit. Et moi, comme j'étais à l'arrière, quand elle s'est retournée, la toile de la Jeep s'est enroulée autour de moi et j'ai été éjecté dans la toile comme un paquet cadeau. Alors ça m'a pété le bras, mais les deux qui étaient dans la Jeep, le médecin et le chauffeur, sont morts. Mais t'as eu un bol incroyable. Ouais, j'ai du pot, mais juste le bras pété. Mais c'est ça qui est fou, c'est que t'es blessé, etc., mais t'y retournes tout le temps, quoi, quand même. Qu'est-ce que t'aimes dans la guerre? Au début, c'est personnel. Tu fais ça parce que t'aimes le risque. T'es avec des mecs de ton âge, tu cours partout, tu fonces, t'es comme dans un film, quoi. Ouais. Et après, tu te rends compte de ta responsabilité devant la souffrance des gens, des civils qui t'appellent en disant « Viens, je veux te raconter mon histoire, je te montre ma maison détruite, mon fils est mort. » Et tu te rends compte que c'est hyper important. Tu travailles pas que pour la presse, tu travailles aussi pour la mémoire collective. Au fur et à mesure, tu prends en charge cette responsabilité de journaliste, en fait. Et du coup, en plus du plaisir perso de l'aventure, tu as cette responsabilité. Moi, je crois que ça sert à quelque chose, quoi. La première victime de la guerre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la vérité. Notre métier, c'est de la trouver, quoi. Et forcément, c'est la mienne, c'est la vérité auquel j'assiste. Hein. Mais t'as pas la boule au ventre quand tu prends l'avion, quand t'arrives? T'as plus peur ou t'as jamais eu peur? Enfin... C'est pas le mot peur, je dirais. Tu peux être tendu. Dans l'avion, quand tu prends le whisky, tu vas le boire lentement en disant maybe c'est le dernier, tu vois. Ah ouais, tu te dis ça quand même, ouais. À chaque fois. Non, pas vraiment, mais c'est pas loin, quoi. Non, tu penses souvent à la blessure. Ça te fait plus peur que la mort, en fait? La mort, c'est pour ceux qui sont vivants que c'est chiant. Moi, j'ai vu tellement de gens mourir, c'est que dalle, en fait. C'était là et t'es plus là, quoi. Ce qui m'avait impressionné dans le premier mort, c'était le non-événement que c'était. C'était tellement simple. Et du coup, j'étais déçu. Même quand je suis blessé à Panama, tu vois, je prends la balle dans le bide. D'expérience, je sais qu'une balle dans le ventre, c'est mortel. Ça prend un peu de temps, mais c'est hémorragie interne, tu peux pas faire de garrot, tu peux rien faire. Donc je pense que je vais y passer, tu vois. Je reste 4 heures sur le trottoir quand même. Ah ouais. Et le photographe qui est avec moi est mort, il est juste à côté, il a pris la balle sous le nez, qui est sortie par le crâne. L'Anglais qui est plus loin a pris la balle dans la hanche, qui est sortie par le genou. Le lieutenant américain a pris la balle ici, en train de s'étouffer à 2 mètres de moi. Il fait hyper chaud. J'ai un trou comme ça dans le dos. Est-ce que la balle est ressortie de l'autre côté ? Elle est côté? ressortie parce qu'elle a tapé une côte et la colonne et elle a tourné. Et en fait, j'essaye de trouver une grande phrase. Comme dans les films, quoi. Ouais. Mais je trouve que dalle. Tu trouves rien? Mais rien, c'est lamentable. Est-ce que c'est vrai qu'on voit toute sa vie défiler comme des photos, justement? J'ai rien vu du tout. T'as rien vu? Rien vu, pas eu d'inspiration. Je pense que je suis vivant parce que ma mort était trop chiante, quoi. Il se passait rien, quoi. C'était un non-événement. À part la douleur, parce que les tripes, ça fait vraiment mal. J'ai développé une espèce de haine pour un moineau. Pourquoi? Parce qu'il Il chantait ce con-là, tu vois. Et moi, je pensais que j'allais crever et qu'il allait continuer à chanter, ce salopard. Tu vois. oui. Donc j'imaginais que je lui arrachais la tête et les pattes. Ça m'a maintenu un peu. Après, quand j'ai compris que c'est peut-être une chance, c'est là où la peur peut s'installer. Parce que quand tu sais que tu vas crever, bon... T'as plus rien à faire, en fait. T'attends. C'est la fatalité, ouais. Mais d'un seul coup, j'ai regardé ma montre, ça faisait plus d'1 quart d'heure. Je me suis dit, tiens, si ça se trouve, j'ai pas d'hémorragie importante. Pourtant, ça saignait pas mal. Du coup, tu as peur qu'on vienne pas te chercher à temps. Là, j'ai commencé à faire les gestes médicaux qu'il faut faire. C'est-à-dire que j'ai découpé ma manche, je l'ai mis en boule, j'ai mis de la bétadine dessus. J'ai tout enfoncé dans le trou. Et en mettant ma ceinture pour faire un truc de compression, j'ai vérifié sur mes ongles qu'ils redevenaient rouges une fois que tu as appuyé et qu'ils deviennent blancs. Ça veut dire que la circulation passe, qu'elle ne s'arrête pas là. J'ai fait ce que j'ai pu, toi tu défais ton pantalon. Après tu as des moments de tachycardie, c'est le cœur qui commence à merder parce qu'il n'y a plus assez de pression, parce que tu perds trop de sang.
Donc là, c'est marrant parce que pour éviter de mourir, tu fais les gestes d'une femme qui accouche. Tu fais des trucs de respiration. De respiration, oui. Enfin, c'est marrant parce que c'est la vie contre la mort. Contre là, la tu vois, mort. c'est, Ouais. et donc, puis voilà, à un moment donné, les soldats américains sont venus me chercher, quoi. Et la fois d'après, t'as pas hésité une seconde avant d'y Non, au retourner? contraire, j'étais hyper impatient. Ah ouais, Parce que tu vois, pendant un certain temps, il faut que ça se refasse, tout ça. bah oui. Et j'étais dans une rage, mais parce qu'il se passait plein de trucs. Pendant C'était au Panama, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, et ben, moi j'habitais Miami. Newsweek m'avait payé une maison à Miami pour couvrir les guerres. Donc je suis au bord de ma piscine comme un couillon, quoi. Horrible, quoi. Je me rappelle, je m'attachais les jambes et je faisais des longueurs pour refaire tout ça. Mais à chaque fois, je me sentais faible. Tu vois. Et ça me mettait dans une rage. Parce que mes copains m'appelaient en disant « Ah, t'es pas là on est en Irak, on est à tel endroit. » C'est quoi pour toi une bonne photo de guerre? C'est une photo qui résume la situation. Elle est pas mal, celle-là. Ah bah celle-là, elle est incroyable. On voit bien qu'il y a un kamikaze et que les soldats réagissent. Une photo, c'est celle qui va résumer une situation. Tu le sens quand tu l'as fait, la photo. Ouais. T'en fais pas mal, tu fais de l'illustration, des portraits, quelquefois même une carte postale parce qu'il y a un coucher de soleil que tu vas pas publier. Mais parce que bon, on n'est pas là pour faire de l'art non plus. Et puis d'un seul coup, il y a tout. Il y a 3 lectures, 4 lectures. Le mec là-bas, là, il y a tout. Ça, tu le sens. Au moment où tu appuies, la plaque. Tu sais, ça vient de la guerre de 14, la plaque. Non, c'est quoi la plaque? Ben, les photographes avaient des plaques en verre. Et ils en avaient 4. Ils pouvaient faire 4 photos, quoi. Quand ils décidaient de faire la photo, c'est qu'il y avait tout. Et donc, on appelle ça une plaque. C'est quand tu as réussi ta photo, quoi. Et au Vietnam, quand j'avais pas d'argent, quelquefois, j'avais 3 films. 3 fois 36 vues et je partais 3 semaines. Là, tu réfléchis avant de prendre la photo. Hein. Ben, à un moment donné, il te reste encore 4 jours et il te reste 2 vues. Aïe. À quel moment t'appuies, quoi? Est-ce qu'il y a une photo que tu n'as jamais osé prendre? Non. Tout? Mais il y en a, j'imagine, beaucoup que tu ne publies pas. Est-ce que, Non. par exemple, tu prends des... Tu disais tout à l'heure que tu prends des photos de cadavres. Ouais, ça, sûr. c'est des... Mais je les montre pas à la presse. Sauf si le cadavre raconte une histoire. Tu es le seul à un endroit, sur un événement énorme, il faut tout prendre. Parce que ça peut servir au TPI, Tribunal international. Ouais. Ça peut servir en médecine de guerre, pour voir l'effet que fait un obus sur un ventre, par exemple. Tu vas pas Te censurer, oui, bien sûr. Donc tu fais ton tri après, que tu envoies à la presse, qui elle-même va se faire son tri. Est-ce que tu as vu, toi, dans ta carrière, une évolution dans la manière dont sont traités les journalistes en zone de guerre? Bah, au Vietnam, on faisait ce qu'on voulait. Ouais. C'était open bar. Au Vietnam? Ouais, c'était génial. C'était vraiment... il y avait la conférence pratiquement quotidienne, ou à l'aéroport, ou à l'hôtel, choisi par les Américains. C'était à 5h l'après-midi, on appelait ça les 5 o'clock follies, parce que c'était en plein délire. Donc ils montraient toutes les opérations. Bon, là, on attaque là on progresse ici, là, on recule là. Donc on levait la main et on disait, moi, je voudrais aller sur cette opération. Et le lendemain, on se retrouvait à 5h du matin, hélicoptère numéro 8, qui nous amenait sur l'opération. Donc on sautait de l'hélico, et ensuite on courait vers l'officier commandant l'opération, et on lui disait, voilà, on m'a permis d'aller avec vous. En général, le type levait les yeux au ciel en disant, voilà, j'ai encore un fléau avec moi. Ah oui, vraiment. Mais il disait, toi, ok, tu vis ta vie. Et il n'y avait pas de restriction. Et si on en avait marre, on reprenait un hélicoptère quand il y avait un blessé qui était évacué. Tu rentrais sur la base et là, tu étais air conditionné, bière fraîche. Et tu pouvais vivre. Moi, j'avais 19 ans, 18 ans. J'avais pas un rond, tu vois. Donc, tu pouvais vivre sur la base. Tout était offert. Tu avais ta piole avec 30 mecs. Il y avait une cantine ouverte 24 heures sur 24. Tu voulais partir au combat, tu levais la main. C'était fabuleux. Fabuleux. Moi, j'ai adoré. C'était des bonnes années pour le reportage, pour l'école de guerre. C'était facile. Depuis, ils ont compris, toutes les armées du monde ont compris la puissance d'une image, d'un reportage. Donc ça fait partie de la stratégie maintenant, c'est de contrôler la presse, quoi. Et ça, concrètement, ça se matérialise comment? Alors, pour votre sécurité,
on va attendre que l'opération soit finie. C'est le mot que je déteste le plus. Bah ouais. On va vous mettre dans un véhicule de l'avant blindé, D'accord. dedans, pour votre protection. Donc dans un VAB, tu vois rien. Pourquoi? Parce que c'est tout Bah, faire. c'est blindé, il y a des meurtrières. Ouais, d'accord. Donc tu peux faire aucune photo. Et quand le tir s'arrête, ils te laissent sortir. Pour les femmes qui ont partagé ta vie, ça doit être quand même dur pour elles d'avoir l'homme qu'elles aiment partir comme ça. Bah, oui, il y a des moments où ça ne doit pas être marrant. C'est le 5e mariage quand même. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, à la mairie, c'était pas mal. Tu sais, parce que tu présentes ton... Ton livret de famille? Oui. Et tu avais la bonne femme qui était là. Ah, il y a un divorce. 2 divorces. 3 divorces. 4 divorces. Et elle regardait Anna en disant, vous êtes sûr? J'ai essayé presque toutes de les amener sur le terrain au moins 1 ou 2 fois. Tu penses que c'est une bonne idée, ça? Bah, au moins, elles savent pourquoi tu fais ça. Et elles ont compris? Ouais, mais à un moment donné, il y a une lassitude. Tu vois, en fait, elles te quittent pour la même raison qu'elles sont attirées par toi. C'est-à-dire, t'es un grand reporter qui l'aventure, la légende. Mhm. Et après, t'es pas là pour le déjeuner avec la belle-mère, t'es pas là pour les vacances, t'es pas là pour... Donc elle va te quitter aussi parce que tu fais ce métier. Moi, je déteste les vacances. Plus maintenant, mais qu'est-ce que ça fait chier, quoi. Mais tu vois, je me rappelle au tout début, quand j'étais un peu steady avec une fille, elle voulait absolument aller à la vacances. Elle voulait aller à la plage, tu vois. Horrible. Mais se mettre au soleil, tu vois. Mais ça me rappelle le boulot, le soleil, moi, tu vois. Donc je me mets à l'ombre. Et t'allais comme une méduse au soleil, tu vois. Je comprends pas. On va rien faire, en fait, c'est ça? Mais t'aimes pas rien faire Et puis je vais pas nager, tu vois. Je suis pas un poisson, tu vois. Si on me tire dessus, je veux bien nager, tu vois, mais... C'est tout, quoi. Donc au début, ça se passait pas bien avec tout ça, tu vois. C'est trop chiant, quoi. Bah ouais. Il se passe rien, quoi. Tu te fais chier. Donc t'es obligé de boire des coups. Et en fait, je me rappelle qu'une fois à Ramallah, ma femme, à ce moment-là, elle avait organisé des vacances au Club Med. Putain. Mais il faut être dingue. Dans une île quelconque. Elle me disait, tu verras, c'est génial, tout est organisé. Et en fait, j'étais à Ramallah et les Israéliens attaquent. J'étais à Ramallah pour autre chose. Et d'un seul coup, j'entends un hélicoptère en stationnaire. Donc je me lève. C'est pas normal, toi, à minuit. Et donc on enclenche la caméra. Et l'hélicoptère tire sur une bagnole. Et c'était un des assassinats ciblés. Oh là. Et le lendemain matin, 150 blindés encerclent Ramallah. Donc tous les journaux commencent à appeler. La presse ne peut pas rentrer, mais nous on est dedans. Et ma femme appelle. On est dans la rue, ça tire. En disant, t'es quand même pas encore en Israël. Je dis, bah si. Mais tu te rends pas compte dans quelle position tu me mets. On part demain au Club Med. Je dis, bah pas moi. Et là, je me fais pourrir. Ouais. Donc je raccroche. Et il y avait Jérôme Cessini, un photographe qui était de l'autre côté, qui est un pote, derrière un muret, là. Et je le vois prendre son téléphone et il me fait « Ta femme !» Comme je répondais plus, elle l'a appelé lui. Pour le pourrir. Donc je lui ai fait coupe, tu vois. Et donc, voilà, c'est ça le problème. Bon, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment top. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cet épisode. Vous trouverez tous les liens pour nous suivre sur les autres réseaux en description. Un grand merci à toute l'équipe en coulisses qui est à fond. Nous sommes un média indépendant, alors n'hésitez pas à nous aider en faisant un don sur Tipeee. À bientôt sur Press Room.